passer donc à la prochaine présentation sur l'efficacité énergétique dans l'environnement bâti. Donc, vous l'avez un peu compris, normalement c'était prévu que mon collègue le fasse. Et malheureusement, il n'est pas venu, et donc je suis sauté quand même dans le bassin pour lui. C'est vrai que je travaille dans le domaine, mais j'aurais aimé vous donner beaucoup plus d'informations là-dessus. C'est dommage que je n'ai pas pu avoir les projets des gens, et peut-être que dans le futur, surtout pour ne pas, avant que je l'oublie, parce qu'hier il y a quelqu'un qui a parlé aussi d'avoir le projet de faire une centrale d'approvisionnement énergétique pour des systèmes de communication. Je ne sais plus c'est qui encore. Parce que. Ok, d'accord. Donc, parce que bon, moi je dis que c'est. À l'origine, ma première profession, c'est en fait ingénieur télécom. C'est la première profession quand même que j'ai eue, ingénieur télécom, donc de l'École supérieure nationale des télécoms. Et c'est à travers donc, la planification de systèmes, comme dit le monsieur là, de l'ANIFI, que je suis entré dans les énergies renouvelables à partir de 93. Et bon, donc, entre-temps, je évolue là-dedans et donc, dans le bâtiment à énergie positive. Et ici, nous allons parler de l'efficacité énergétique dans l'environnement bâti. Ça va couvrir deux volets. Le volet approvisionnement et le volet utilisation de l'énergie finale dans le bâtiment même. Bon, d'abord, quelques définitions sur l'énergie que tout le monde est censé connaître ici. Sinon, dans le général, l'énergie, et d'autre part, l'énergie primaire, c'est vraiment l'énergie qui n'a subi aucune conversion. Donc, le charbon, le pétrole, le gaz, ou le bois, que nous utilisons très souvent, ou le soleil. Et l'énergie finale utilisée dans nos ménages, dans nos maisons, dans nos bâtiments, et qui a subi des transformations quand même de l'énergie primaire, et c'est le froid pour la climatisation, la chaleur pour chauffer, pour cuire, la cuisson, ou l'électricité. Je vais faire ma présentation quand même dans le but de provoquer beaucoup plus ça, parce que moi j'aurais vraiment aimé qu'il y ait plus tard une communication, beaucoup plus que de donner, une communication entre nous, que de vous faire une présentation à sens unique, parce que j'aurais bien aimé quand même que les gens participent plus tard, posent des questions. C'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre beaucoup de chiffres dans ce que je fais. Je vais les évoquer. Je n'ai pas voulu, parce que je veux pas que les gens se focalisent sur des chiffres ou des tableaux ou des graphiques. Et les deux niveaux que j'ai évoqués tout à l'heure, donc c'est l'approvisionnement à l'énergie ou la problématique de l'efficacité des sources. Là, je l'ai mentionné tout à l'heure lorsque Stéphane a terminé son exposé, concernant la ressource idéale à prendre pour approvisionner son bâtiment. Et ce serait vraiment bien de réfléchir sur ce qui est disponible sur place. C'est le solaire, c'est l'éolien, c'est la biomasse. Et avec, oui, peut-être même le lumière, pourquoi pas? Parce que je vis dans un pays comme le Niger où il y a l'uranium en haut. Pourquoi ne pas utiliser cet uranium pour faire une centrale nucléaire civile et approvisionner le pays? Et au lieu de tout transporter vers la France, et le pays vit dans un déficit chronique. Je me dis, il ne faut vraiment pas croire que nous raisonnons ici seulement les énergies renouvelables. Je me dis, il faut qu'on regarde les sources disponibles sur place et les utiliser. Et non faire certaines choses comme c'est le cas dans mon pays, le Sénégal, d'où je viens, où on prévoit de construire une centrale à charbon, alors que le pays le plus proche qui pourrait nous approvisionner en charbon, c'est l'Afrique du Sud. Il faut donc faire vraiment des milliers de kilomètres pour transporter ce charbon vers nous, alors que nous avons d'autres sources qui seraient beaucoup plus appropriées, qui nous rendraient beaucoup plus indépendants. Là, quand même, ce serait bien de se poser la question à savoir quelle est la source d'énergie la plus efficace. Le deuxième niveau, c'est la gestion rationnelle de l'énergie dans la maison
Et là, l'exemple qu'on voit le plus, c'est surtout pour la cuisson. Vraiment, nous dépensons énormément beaucoup d'énergie pour cuire, et très souvent, d'une manière insensée. Un plat qu'on peut faire en 1 heure de temps, nos femmes cuisinent pendant 2 heures, 3 heures de temps, et ça, c'est vraiment aussi des choses où on devrait se poser des questions sur l'opportunité. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien sûr comment trouver une solution pour résoudre cette problématique de développement. Hier, quelqu'un a posé cette question, à savoir, on nous demande d'économiser l'énergie, mais d'autre part, nous tendons à nous développer, ce qui pousse une consommation supérieure de l'énergie. Et que ce n'est pas un paradoxe, c'est possible. Parce qu'il y a des pays qui nous ont montré la voie. Quand je prends la consommation énergétique de l'Allemagne, en 2012, elle est inférieure à la consommation énergétique de l'Allemagne en 1990. Vous n'allez pas le voir, mais c'est la réalité. C'est dommage, je n'ai pas pu traduire les documents. Mais la consommation énergétique en 2012 réelle est inférieure à la consommation en 1992. Et durant toute cette période, ce pays a connu quand même une croissance. C'est vrai, les dernières années, cette croissance elle est très faible, mais le fait de diminuer la consommation énergétique de ce pays n'a pas eu un impact négatif sur le développement de ce pays. Donc, nous ne faisons pas des illusions, il y a beaucoup d'exemples concrets. C'est dommage que je n'ai pas pu avoir, j'ai le graphique ici, mais c'est en allemand, je n'ai pas pu le traduire. Et ici, on voit quand même une définition qui a été prise de l'ONU concernant le développement durable sur lequel nous travaillons aujourd'hui tous, auquel nous tendons tous. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Disons que nous ne voulons pas quand même épuiser les ressources disponibles pour les générations futures. Nous devons quand même leur laisser quelque chose, et ce serait vraiment injuste, égoïste de notre part, si nous nous mettons à gaspiller toute l'énergie disponible. Pour le premier niveau concernant l'efficacité des sources, là j'ai un tableau qui montre du moins rapidement la transformation de l'énergie primaire jusqu'à l'énergie finale consommée dans nos ménages, l'électricité très souvent, les combustibles fossiles, transformés d'abord en chaleur. Je ne sais pas si vous pouvez lire, là, c'est pas trop petit quand même, ça va. Comment ça va quand même? Ok, c'est bon. Et donc, elle est d'abord chauffée pour produire de la chaleur. Et c'est cette chaleur qui est utilisée pour activer des turbines, ensuite utilisée en électricité motrice mécanique, jusqu'à produire de l'électricité. Et très souvent, ces combustibles ou bien cette énergie fossile, nous l'importons de très loin. Dans nos pays, très souvent, à part des pays comme le Gabon ou peut-être le Congo ou le Nigeria, nous importons donc ces produits-là et dans certains des cas, ils dépensent quand même jusqu'à 15 à 18% de leur PIB, comme c'est le cas chez nous, ou dans d'autres, pour importer ces énergies, ces combustibles fossiles. Il y a l'énergie aussi hydraulique, et qui est vraiment très rentable, donc à travers juste un générateur hydroélectrique qui produit donc directement de l'électricité, ce qui est très répandu dans certains pays comme la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont le coût d'énergie le plus bas de la sous-région. Et je dirais même de beaucoup de pays. Et c'est l'un des rares pays quand même qui ne subventionnent pas l'électricité. Ils ont un prix très bas. Et comparé à d'autres pays de la sous-région, c'est presque la moitié. Il y a l'énergie nucléaire qu'on voit, mais qui est un peu difficile à maîtriser pour nous, surtout concernant les déchets. Le solaire, bon, on voit aussi le solaire thermique pour produire de la chaleur.
C'est vrai que c'est une technologie qui est beaucoup plus adaptée à nos pays du Sahel, qui fait très chaud, comparé au solaire photovoltaïque. Parce que le problème fondamental que nous avons aussi avec le solaire photovoltaïque, c'est que nous avons un rendement qui diminue avec l'augmentation de la chaleur. Et ça, on n'y tient pas compte, très souvent, dans la planification des systèmes. Et c'est un problème que nous devons, c'est un défi que nous, Africains, devons relever, parce que, bon, je vous dis, ça a été développé pour des températures moyennes de 25 degrés. D'ailleurs, c'est à ces températures-là de 25 degrés qu'ils ont le rendement maximal. Vous avez des températures qui tournent autour de 45 jusqu'à même. La semaine passée, j'avais un problème à Dakar, sur le ville, avec une installation où les ambulances ont pété, parce que la température avait atteint 50 degrés. Il fait actuellement. C'est vrai que la température indiquée par la météo, c'est la température à 1 mètre du sol. Mais nous avions dans la pièce technique où les équipes ont été une température supérieure à 50 degrés et tout le système a arrêté. Et c'était une raison complètement autonome. Et bon, heureusement, j'étais sur place quand je suis parti pour les dévoiler, sinon ça aurait été un peu compliqué. Et ça, c'est dû au fait que les panneaux photovoltaïques qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché ont un rendement maximal de 20, pour une température de 25 degrés. Et je crois que c'est à nous de développer. Bon, l'idée a été évoquée parce que tout à l'heure, Stéphane a parlé de SPEC, une société qui produisait des panneaux solaires au Sénégal. Mais malheureusement, c'est une société qui a juste importé des modules photovoltaïques, des cellules. Et là, ça aurait été vraiment plus intéressant d'utiliser le sol existant sur place. Parce que, bon, ça, j'en ai parlé en 1998 avec le directeur du Technopole en 100 ans. Nous avons le sol le plus silicieux au monde, dans la région de Kogi. Malheureusement, l'ancien président du Sénégal a bradé ces terres à les Japonais aujourd'hui. Et donc, c'est eux qui les exploitent pour des minéraux rares. Mais on n'en parle même pas. Mais ce sol est le plus silicieux au monde. Et on utilise le silicium pour produire des plaques photovoltaïques. On aurait dû développer ces technologies pour alimenter surtout nos pays africains, où nous avons des problèmes à installer des panneaux solaires du fait des fortes températures que nous avons. L'énergie chimique, ça aussi c'est une possibilité, parce que ce sont des réactions vraiment très simples. Et malheureusement, on ne l'utilise pas beaucoup et c'est juste vraiment très simple à utiliser pour produire de l'électricité. Donc, les critères maintenant d'efficacité des sources, parce que bon, on est toujours au niveau des sources d'énergie, d'approvisionnement énergétique. Nous avons en premier le rendement de la filière. D'abord, la proximité du stock avant la transformation. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec cette centrale à charbon prévue, alors que le site d'approvisionnement le plus proche se trouve à 4000 km. C'est vraiment pas trop sensé quand même. L'énergie de mise en œuvre, la construction et la distribution, ça aussi il faut en tenir compte, parce que si on ne dispose pas d'une technologie adaptée, comme pour le nucléaire, ça n'a pas de sens. Le rendement aussi de la transformation, parce qu'il faut voir que nous avons quand même beaucoup de pertes, très souvent, surtout quand il s'agit de transformer en chaleur, pour ensuite transformer en électricité. Ce serait plus pertinent dans les situations pareilles de faire de thermie directement, utiliser de la chaleur avec de la vapeur et donc activer les turbines. D'autre part aussi le traitement des déchets, le stockage des déchets. Ça nous l'avons surtout au niveau des centrales nucléaires. Nous ne sommes pas très concernés par cette problématique. Et d'autre part aussi l'efficacité du réseau de distribution. Parce que nous avons un réseau qui n'est pas très dense dans tous les pays quand même d'Afrique. Il y a très peu qui ont des réseaux assez denses. Et l'investissement dans les réseaux coûte excessivement cher. Moi, personnellement, je pense qu'il serait plus sensé de développer des centrales décentralisées. On tente depuis plus de 6 ans, 7 ans, dans la petite presqu'île de Dakar,
a alimenté la partie nord des Almadies où il y a aujourd'hui beaucoup de bureaux. Avant, il n'y avait que des résidences. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bureaux qui consomment beaucoup d'énergie pour faire de la climatisation. Et on est en train de construire une boucle 4 pivots. Je crois que M. Tchamela le connaît. Et ça dure depuis des années pour terminer cette construction. Et je crois que c'est compliqué, ça coûte très 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 cher. Et quand on regarde même dans les pays du Nord, ils ont des problèmes avec le réseau. Et ils n'arrivent pas à le résoudre. Et moi je dis, quand ces pays-là déjà ont des problèmes à transporter l'énergie produite d'un point à un autre point, juste pour vous donner un exemple, durant les mois de janvier, février, l'Allemagne produit une quantité énorme d'énergie éolienne à travers ses installations offshore. 80 à 90% de cette énergie est offerte gratuitement à la France, parce qu'ils savent comment faire. Et durant ce même moment, le sud de l'Allemagne est obligé de s'approvisionner dans le pays voisin, en Autriche. Parce qu'il n'y a pas de ligne pour transporter l'énergie produite au nord vers le sud. Et là, on a un sud depuis 5 ans qui va supporter les coûts. Les producteurs privés ne veulent pas le faire. L'État n'a pas les moyens de le faire. Je dis, si un État pareil n'a pas quand même des moyens pour le faire, alors nous, utiliser nos mêmes ressources pour transporter, faire des centrales, de grandes centrales, installer quelque part, à partir de là-bas, transporter le courant, et d'autant plus que très souvent, c'est pour alimenter des zones très 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 peu peuplées. Et donc, ça ne sera jamais rentable, et ce serait vraiment plus sensé d'y installer des centrales décentralisées de puissance moyenne, 3, 4, 5 MW. Le deuxième critère d'efficacité des ressources auquel je fais allusion ici, c'est la disponibilité quand même de la ressource. Parce que là aussi, il faut qu'il y ait un stock important, qu'on puisse stocker ça aussi sur place, même si on l'amène, parce que bon, des fois on a des ruptures de stock dans les pays parce qu'il n'y a pas de stock. Et donc on dit, oui, on attend le prochain bateau qui arrive, il est là en mer, mais il n'arrive pas à accoster parce qu'il n'y a pas de place. On connaît ces problèmes à Lomé, on connaît ces problèmes à Cotonou, on connaît ces problèmes à Dakar. Donc c'est un problème auquel vraiment je dis, il faut qu'on en tienne compte. De part, la correspondance entre l'offre et la demande, ça c'est important aussi, parce que si la demande est très faible et l'offre est importante, ça n'a pas de sens, ou si c'est le cas contraire, on a des pays comme le Nigeria, où il y a beaucoup de pétrole, mais il n'y a pas de raffinerie. Et donc, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. La sensibilité aussi de réseau d'approvisionnement pour perturbation. C'est vrai que très souvent, on pense à construire des gazoducs, par exemple, dans nos pays. Et on a vu, comme dans le delta du Nigeria, ces installations ont été attaquées. Et donc, ça crée des perturbations quand même dans le réseau, dans l'approvisionnement. Et la facilité d'accès aussi à l'énergie pour tous. C'est moi, je dis, ça, je reviens quand même à ce que j'ai défendu tout à l'heure, les réseaux, les centrales décentralisées plutôt. Et le dernier critère, bon, ça c'est l'empreinte écologique. La somme de gaz à effet de serre émise. Jusqu'à présent, nous disions toujours, ça ne nous concerne pas, ça concerne que les pays du Nord. Mais je crois qu'avec l'érosion côtière que nous vivons, surtout pour les pays de la côte, on ne peut plus aujourd'hui se permettre de dire ça ne nous concerne pas. Et d'autre part aussi les fortes températures auxquelles nous sommes confrontés ces temps-ci. Je crois que c'est ce qui vient de Dakar pour le confirmer. Et même au nord, là j'avais des jeunes qui étaient en train de faire des installations à la région de Podor, c'est au nord du Sénégal, le long du fleuve. À partir de 10h, 11h, personne ne pouvait travailler. Il faisait excessivement chaud. Les gens étaient obligés d'arrêter le travail. Et je crois que c'est montée de température quand même dans ces zones, on ne peut plus aujourd'hui se parler de dire que ça ne nous concerne pas. Et je serais bien quand même de veiller à ce que nous aussi nous contribuions à diminuer les effets du changement climatique, à diminuer donc l'émission des gaz à effet de serre. Il y a aussi la gestion des déchets.
bien sûr, qui est très important. En bas, j'ai mis un tableau sur l'émission de gaz à effet de serre, mais bon, là, c'est très important quand même. On passe au défi de la construction, et là, c'est le deuxième volet, l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et si nous commençons déjà dans la conception et la construction du bâtiment, parce que nous avons quand même un nombre de prérequis, il y a des conditions qui nous sont posées, des fonctions auxquelles nous voulons répondre, et que ce soit pour les installations industrielles, le résidentiel ou le bâtiment commercial, ou même les bureaux aussi d'institutions. D'abord, le bâtiment sert à protéger les gens. Et le problème très souvent qui se pose, et dans beaucoup de pays, nous sommes aujourd'hui obligés d'installer beaucoup de grilles de protection, donc on a presque une passive sur le sol. Et ça empêche à l'air de circuler, donc ça augmente la demande énergétique dans le bâtiment. Nous sommes confrontés à des problèmes de poussière, où il y a beaucoup de vent de poussière dans les pays du Sahel surtout, et donc qui nous pousse à protéger, à fermer. Et le confort qui est visé, parce que quand nous voulons nous sentir quand même bien, avoir une bonne convivialité dans les bâtiments. Donc vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, l'intensité lumineuse par rapport au watt est très faible, c'est 12 lumens, et le lumen c'est l'intensité lumineuse. Quoi. Et donc avec l'efficacité est vraiment nulle. Et tout le reste c'est de la chaleur. On a 95% de chaleur quand même dégagée à travers ces ampoules. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, dans beaucoup de pays, ces lampes ont été bannies, que ce soit même en Chine, en Europe, depuis quelques années. Chez nous, on en parle, on a voulu, mais bon, je ne sais pas jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, on les trouve dans les boutiques. Oui, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Il y a la loi qui dit. Comment? C'est interdit, c'est pas comme il dit. Oui, mais jusqu'à présent, les gens le vendent. C'est dommage quand même. Et donc, tant que ça existe sur le marché, les gens vont s'approvisionner parce que ça coûte rien. Comparé au LBC qui coûte 1500, vous achetez ces ampoules à 150 francs CFA. On a donc ces halogènes. Et là aussi, l'efficacité est plus importante, 18 lumens par watt, avec une durée de vie aussi plus importante. Parce que ça aussi, je voulais le dire. Très souvent, on se focalise sur le prix d'achat de ces lampes, qui sont, c'est vrai, plus élevés que pour les lampes à incandescence, mais la durée de vie est plus longue. Et donc, vous amortissez vraiment sur le long terme, sans problème. Et maintenant, c'est LBC, que nous connaissons tous, déjà existantes, et les balances qui servent donc à réguler l'intensité et surtout le démarrage. Il contribue aussi à la consommation énergétique. Et là, je trouve que surtout pour les balances, c'est vraiment intéressant aujourd'hui de réfléchir à trouver des solutions parce que nous avons presque 10% de l'énergie qui est consommée quand même, au niveau des balances. Et c'est important à mon avis. Là, nous avons les LED qui ont une efficacité de 80%, assez élevée, mais le coût d'achat, le coût d'investissement est trop court. Raison pour laquelle c'est encore trop salé, surtout les bombes. Parce que c'est vrai qu'on en voit quand même beaucoup aujourd'hui qui nous viennent de Chine et autres. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi j'ai acheté la même lampe quelque part en Europe et ça m'a coûté 15 €. J'ai vu la même lampe à Dakar, je l'ai acheté à 1500 francs et même pas un mois la lampe achetée à Dakar. La même, vraiment identique. Identique. Je l'ai acheté à Dakar, même pas un mois, celle achetée à Dakar ne marchait plus. Et l'autre, depuis 4 ans, je l'ai avec moi, ça marche. Donc bon, je sais plus. Donc, comme ici, nous avons quelques éléments techniques sur les lampes LED. Le chauffage aussi, là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure. Bon, c'est vrai que très souvent, on croit que c'est un luxe d'avoir des chauffe-eau dans nos maisons, mais ce n'est plus un luxe. Il fait très frais le matin et beaucoup l'utilisent, on a d'autres frais, à d'autres fins du moins.
Et utiliser des chauffe-eau solaires, comme ici à Tagno-Siphon, comme ça a été évoqué et montré tout à l'heure, c'est vraiment le principe d'Archimède. Il n'y a pas d'utilisation d'électricité du tout. L'eau chaude monte et donc ça remplit le ballon. Bon, ici, sur ce modèle montré ici, ça a un avantage qui est que nous avons des problèmes aujourd'hui avec la densité qui augmente dans les villes. Nous avons un problème de pression. Et ça, beaucoup le savent. Dans nos villes, nous avons l'eau qui n'est disponible très souvent que la nuit, où la pression vient. Et là, le réservoir d'en haut permet de stocker l'eau froide quand la nuit, donc la pression arrive, et elle est stockée là-bas. Parce que sinon, le problème qui se pose, parce que bon, j'ai vu des installations faites sans un réservoir additionnel en eau froide. Les gens installent très souvent dans nos quartiers des pompes de surpression. Et ces pompes de surpression, au démarrage, ont des pressions vraiment très fortes, des fois supérieures à 6 bars. Et ça crée des problèmes, ce qu'on appelle le coup de PMI. Parce qu'on a eu ce problème avec d'une envergure plus grande, avec un tuyau, exactement. Et ce coup de PMI pratiqué ici sur ce chauffe-eau, ça bousille vraiment l'alimentation. Et donc, brancher le chauffe-eau solaire dans nos capitales, dans nos villes, parce que très souvent, ce sont dans les capitales qu'on le voit. Et là, vraiment, on le voit partout maintenant. On a des problèmes de pression et les gens ont des ballons ou bien des réservoirs à terre avec des pompes de surpression. Et quand ça déclenche, là, ça bousille votre chauffe-eau. Faites attention sur ce point. C'est dommage qu'on ne l'a pas inclus. Enfin, moi, j'ai voulu, surtout quand on faisait la norme sur les chauffe-eau solaires au Sénégal. C'était une expérience que j'ai vécue. Bon, je n'ai pas été compris. Mais je dis que, parce que sinon, vous êtes obligé d'acheter un dispositif de réduction de la pression. Et ça n'existe pas dans nos pays. Vous êtes obligé d'aller l'acheter en Europe encore. Et donc, nous devons avoir un ballon de réserve d'eau froide à côté, sinon, votre investissement tombe à l'eau très rapidement. Et bon, j'avance un peu. Bon. Okay. Sinon, les appareils aussi électroniques de communication qu'on a dans la maison, le lecteur, là, je le remplacerai par ordinateur portable, donc, que nous avons tous devant nous, qui permet une réduction de 75% de la consommation énergétique comparée aux ordinateurs fixes. Le téléviseur aussi que nous avons dans nos ménages. Aujourd'hui, nous avons tous tendance à acheter ces écrans plats sans faire attention à la consommation énergétique de ces appareils. Et j'étais surpris parce que là, j'ai acheté récemment 2 à Dakar. Même les vendeurs ne pouvaient pas me dire la consommation énergétique des appareils. Et donc, le gars il était surpris quand je lui ai dit que bon, moi je veux tel appareil pour telle raison. Et cet appareil-là, je l'allume pendant 10 heures de temps, chaque jour, durant 365 jours de l'année. Ça me coûtera, branché sur le réseau national, maximum 20 000 francs CFA. Ça, c'est une facture annuelle. Lui, il ne le savait même pas. Et ça, c'est un argument de vente pour lui. Et aussi pour moi, parce que ça alourdit mon porte-monnaie sur le futur. C'est vrai que dans l'investissement, j'ai beaucoup plus dépensé, parce que c'était un appareil à LED. Aujourd'hui, les plasmas que nous avons ici, partout, ce sont des appareils qui font jusqu'à 250 watts. Alors qu'avec des téléviseurs à écran plat LED, vous avez des puissances de 50 watts, même 35 watts. Parce que moi, le petit que j'ai acheté pour la chambre des enfants, il n'a que 35 watts. Et c'est un 3D. Donc, vous vous dites que vraiment, des fois, les appareils sont disponibles sur place, mais les gens ne sont pas informés. Et faites la comparaison quand même entre 35 watts et 300 watts. Et vous allez voir quand même l'impact que ça aura sur votre facture énergétique à la fin du moment de l'année. Pour la téléphonie aussi, c'est le même cas. J'ai évoqué tout à l'heure le téléphone portable, mais c'est valable aussi pour nos modèles que nous avons chez nous. Aujourd'hui, nous avons tous du Wi-Fi à la maison, qui consomme beaucoup.
Et donc, ça aussi, ça entre dans la téléphonie, tous ces appareils-là. Et donc, essayons de les utiliser d'une manière quand même assez rationnelle et pas quand même les brancher quand on n'en a pas besoin. Je me dis, au bureau, en tout cas aujourd'hui, ce que font certains, débrancher par exemple les imprimantes, surtout les imprimantes laser, qui consomment énormément beaucoup d'énergie. Là, c'est important quand même de les débrancher. On n'est pas obligé ou bien les faxer autres, on le fait. Donc, surtout les imprimantes, en tout cas, ce serait bien de les débrancher. Le dernier point, concernant les produits d'équipement, la réfrigération. Et là, ce serait bien quand même d'y faire attention parce que nous vivons tous les bâtiments aujourd'hui modernes en tout cas, et que ce soit le congélateur ou le frigo. Dans nos bureaux aussi, nous en avons. Et là, je crois que quand même si on fait attention à la classification selon le label Euro, qui va loger à plus et autres, on peut réduire la consommation énergétique de l'appareil de 60 ou même au-delà. Parce que là, je me limitais à A++, mais avec le A+, le 3+, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 75% de réduction de la consommation énergétique. Le frigo que vous voyez en bas, c'est le frigo que j'avais évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez le dire, mais on voit 142 kWh, c'est la consommation annuelle. Pardon, d'énergie. Ouais, c'est pas trop clair, c'est dommage. Mais ce frigo-là, qui est dans la cuisine, est équipé avec une partie quand même de congélation, consomme 142 kWh toute l'année. Donc c'est 0,4 kWh par 24 heures. C'est vraiment absolument rien. Dans l'année, ça vous devient à 25 000 francs CFA avec un prix du kilowattheure de 115 francs CFA. Enfin, moyen. Le congélateur aussi en haut, il consomme autour de 177 kWh toute l'année et qui permet donc de beaucoup réduire la consommation énergétique de la maison. Juste à titre comparatif, les congélateurs de classe G consomment autour de 1000 kWh par an, c'est-à-dire 10 fois plus. Et très souvent, ces appareils déplacés, en France, en Allemagne ou ailleurs, on les met dans des conteneurs, on les amène chez vous, et donc vous les voyez partout dans les rues, que ce soit Lomé, Niamey, Dakar ou Abidjan, et les gens se roulent là-dessus. Et ce sont des appareils qui consomment énormément beaucoup d'énergie. Et là, ce serait bien quand même, soit de les bannir, ou bien de carrément les éliminer. Parce que, bon, je vous dis, il y a certains pays aujourd'hui, en tout cas, à l'embarquement des conteneurs, font attention à ce que ces appareils ne soient plus embarqués. Ça, je le sais. J'ai fait l'expérience en Allemagne, où vraiment un spéditeur, parce que j'avais des frigos là-dedans, a refusé, parce que les tracasseries sont énormes. Dès qu'ils voient frigo, congélateur, aujourd'hui, bon, c'est dû surtout aux gaz qui sont contenus là-dedans. C'est pour se protéger, en fait, qu'ils le font. C'est pas parce qu'ils se font des soucis sur la consommation énergétique du consommateur final. Mais là, dès qu'il y a un appareil frigorifique dans le conteneur, quand il le passe au scanner, le gars est soumis à des taxes très, très, très salées. Si ce n'est pas un appareil conforme aux nouvelles normes, excusez-moi. Et donc là, quand même, ce serait bien, surtout avec la labellisation qui est en cours, qu'on veut faire et qui a été établie dans un pays comme le Ghana. En tout cas, si ça se généralise dans nos pays, ce serait une bonne chose et ça permettrait aussi aux utilisateurs finaux de mieux comprendre ce qui se cache derrière, parce que très souvent, c'est A+, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière. Et quels sont aussi les taux de consommation permis pour chaque appareil donné. Parce que très souvent, on le fait pour des appareils ici, et c'est ce qui est paradoxal. Vous n'allez pas trouver de congélateur ou bien de frigo A++ sur le marché africain. Mais essayez de marcher un peu, vous allez voir des machines à laver avec A++. Ça sert à quoi? Parce que moi je dis ça, c'est le lama. Parce que le truc là, vous allez faire un lavage à 60 degrés. Il va chauffer l'eau qui vient du réseau.
et la consommation sera très forte, que vous le voulez ou non. Il n'y a pas de classification pour ça. Il y a d'autres méthodes, d'autres manières de diminuer la consommation énergétique de la machine à laver, mais pas à travers quand même des systèmes pareils. Donc, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, j'ai voulu prolonger parce que je m'attends vraiment à des questions, à une discussion intense après le manger. J'espère que cette thématique vous a un peu plu pour voir comment vraiment gérer l'efficacité énergétique dans le bâtiment à travers l'enveloppe, le comportement des usagers, les équipements et tout. Et je vous remercie pour votre attention.